J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo pour vous parler, donc, comme chaque mois, de la fin du mois de grossesse qui vient de passer. Donc en l'occurrence, là c'est la vidéo qui va vous parler du 5e mois de grossesse. Faut savoir que je suis super contente d'avoir passé ce stade et d'entrer enfin dans le 6e mois de grossesse parce que c'est enfin le stade de la délivrance puisqu'on a passé la moitié de la grossesse. J'étais vraiment pas sereine au début de la grossesse par rapport à ce stade-là. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à la dernière semaine qu'il y a dans le 5e mois, on entre enfin dans le stade de la grande prématurité. C'est-à-dire que s'il y a un problème quelconque que l'échographe ou la sage-femme constate, ou si vous avez des saignements, voilà, une fissure de la poche des os, quand on entre dans la grande prématurité, c'est-à-dire qu'au moins, donc s'il y a une urgence, il y a un problème, que bébé cherche absolument à sortir, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont le col ouvert à ce stade-là et qui ont énormément de contractions, on peut faire quelque chose à ce stade-là. À partir du moment où on entre dans la 23e, 24e semaine d'aménorrhée. C'est vraiment rassurant parce que, comme vous vous rappelez dans l'ancienne vidéo où je vous parlais de mon 4e mois, j'avais vu un gynécologue qui m'avait dit que mon liquide amniotique était bas et que cela pouvait présager des problèmes éventuels pendant la grossesse. Et que c'était à contrôler vraiment de très près, enfin il m'avait vraiment mis la pression. Donc j'ai pas arrêté de boire, mais ça m'a un peu gâché le cours du 4e mois parce que j'avais une peur mais anxieuse de ne pas avoir un environnement suffisant pour le bébé à l'intérieur de mon corps et qu'en plus de ça, que les médecins n'auraient pas forcément pu faire quelque chose. S'il manquait du liquide amniotique, je m'étais un peu renseignée, ils pouvaient trouver des alternatives, faire des transfusions de... Enfin je sais plus, un liquide qui s'y rapproche le plus, mais c'était pas forcément ça qui pouvait aider parce que certaines personnes avaient une fissure de la poche des os, donc dans tous les cas, parfois le bébé n'était plus bien dans l'utérus. Là je sais au moins qu'à partir de ce stade-là, j'ai plus de 50% de chances que mon bébé aille bien si jamais il y a une intervention médicale et qu'il doit sortir de mon ventre. Et sachez que 50% c'est déjà beaucoup mieux que 0%. C'est déjà beaucoup plus rassurant. Et le fait aussi, donc dans ce 5e mois, le truc que j'ai le plus aimé aussi, c'est que je sentais beaucoup mieux et plus nettement le bébé qu'avant. Donc il faut savoir que moi, j'ai un placenta antérieur, donc il est à l'avant. Je pensais que c'était quelque chose de bien, moi j'avais compris l'inverse. Et qu'il y a certaines femmes qui ont le placenta postérieur, donc c'est-à-dire au niveau du dos. L'avantage du placenta postérieur, c'est que lorsqu'on sent bébé, on peut aussi voir ses mouvements. S'il y a le dos qui passe ici, ça nous fait des vagues. Plutôt, on va dire, ça nous fait des vagues plus tôt que les personnes qui ont un placenta intérieur. Donc le désavantage du coup de la placenta intérieur, c'est juste que bébé, je peux le sentir, mais je le sens souvent bas, c'est-à-dire que je le sens au niveau du col. Mon bébé adore courir sur mon col, je sais pas ce qu'il fait dessus, mais en tout cas c'est régulier, ça tapote comme ça, surtout quand je suis allongée sur mon lit ou sur le canapé, dans des moments vraiment de détente où je suis détendue et où aussi mon utérus est plus relâché, je pense. Donc je sens parfois aussi sur mes côtés ou en bas, mais je peux pas trop le sentir à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ici c'est une zone où mon placenta joue vraiment ce rôle de protection finalement, puisqu'il fait vraiment le rôle de coussin, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va taper à ce niveau-là, moi le bébé je vais pas le sentir en fait. Donc quand je dis il, je dis le bébé. Je le dis parce que peut-être que des personnes vont essayer d'estimer le sexe à partir de cette vidéo. Comme je le rappelle, je ne vais pas parler du sexe avant que le mariage soit passé, à part sur mon compte Instagram. Je ne vais pas en parler, pourquoi? Parce que toutes les personnes de ma famille pourraient très bien tomber sur ces vidéos et savoir en avance le sexe du bébé, ce qu'on veut éviter. Voilà. Et du coup, c'était vraiment plaisant ce mois-ci parce que je pouvais le sentir davantage. Avant, je sentais parfois des bulles, je sentais des petits mouvements, c'était très léger, très léger. Et on n'est jamais vraiment sûr que c'est ça, on se dit c'est peut-être juste mon ventre qui gargouille, c'est peut-être juste ça. Maintenant, que ce soit des coups de pied que je sente ou que ce soit des bulles d'eau, enfin on va dire, que je sens, je sais que c'est bébé en fait. Et notamment lorsque c'est son papa qui essaye des contacts avec les mains, j'entends que des bulles de partout quoi. Et là je sais très bien que c'est... Enfin, le truc pour celles qui n'ont jamais vécu ça et qui se demandent à quoi ça ressemble, c'est un peu comme quand votre ventre gargouille de faim. Enfin moi pour ma part c'est ça. C'est comme notre ventre gargouille parce qu'on a vraiment très faim. Sauf que je ne sens pas du tout la sensation de faim. C'est-à-dire que moi quand j'ai faim ça me tiraille un petit peu. Là je sens juste le gargouillement. Et je sens par exemple si la main est là et qu'il veut aller là, le bébé,
bah, je sens le gargouillement de ce côté-là. Donc là, on sait très bien que c'est le bébé. Sauf que, comme je vous disais, ça ne se passe que quand c'est les mouvements qui sont derrière le placenta. Donc derrière le placenta, la seule communication que j'ai avec mon bébé, c'est ces petites bulles. J'ai l'impression qu'il est bien dans sa piscine, quoi. Et le vrai contact physique que j'ai vraiment, c'est lorsque c'est au niveau de mon col. Donc ça tombe bien puisqu'il adore taper là-dedans. Ou au niveau des côtés. Voilà. Donc vous n'êtes sûrement pas sans savoir que le 5e mois marque donc la moitié de la grossesse, mais aussi la moitié du second trimestre. Et c'est à ce moment-là, au niveau entre la 24e semaine d'aménorrhée et la 22e et la 24e semaine d'aménorrhée, se passe l'échographie du second trimestre. Donc moi je l'ai passé hier, j'étais à 23 SA plus 1. Et j'ai pu donc revoir mon bébé sur un grand écran, avoir la vraie confirmation du sexe, parce qu'il faut savoir qu'avant l'échographie du second trimestre, ce sont que des estimations plus ou moins fiables. Ça dépend au moment où vous l'avez fait. Bon, si vous l'avez fait avant 20 SA et qu'on vous a donné une estimation, c'est très semblablement la même qui vous sera donnée quand vous verrez un échographe. Mais si vous avez une estimation très tôt, par exemple à 11 SA, vous n'êtes pas vraiment sûr que c'est la vérité. Donc voilà, on va dire que c'est celle qui confirme le sexe, en principe. Donc lors de cette consultation avec l'échographe, elle a été plus longue que la première parce que pour l'échographie du premier trimestre, on avait mis à peu près 15 minutes. C'était vraiment assez rapide, donc même si bébé bougeait, finalement on a pu faire assez rapidement, prendre assez rapidement les mesures qui étaient nécessaires pour l'examen. C'était assez formel, on va dire. Donc on avait apprécié le moment passé avec bébé. On sentait pas trop le côté examen. Donc on était plutôt vraiment le côté home cinéma, on regardait bien bébé comme il fallait. C'était très agréable. Donc pour le second trimestre, c'est un peu différent parce que ils ont dû faire des mesures et aussi, donc pendant cette échographie-là, ils doivent s'assurer qu'il n'y a pas de malformation fétale. Pourquoi? Parce que à ce stade-là, c'est vraiment des malformations graves, par exemple des malformations cardiaques ou je sais pas du cerveau, enfin des malformations qui peuvent vraiment nuire à la viabilité du bébé à la sortie du ventre. Bah, parfois, ils proposent également une IMG, donc une interruption médicale de grossesse, parce qu'il faut savoir qu'on peut interrompre sa grossesse jusqu'à 6 mois pour une raison médicale. Donc sur avis de l'échographe. Donc ça, c'est assez stressant aussi de le savoir, parce qu'en fait, au premier trimestre, ils ne peuvent pas bien savoir où sont les malformations parce que le bébé est trop petit. Et là, au second trimestre, ils voient plus nettement, et donc ils sont plus à même à vous dire, voilà, il y a telle chose qui ne va pas, voilà les solutions, voilà le taux de viabilité du bébé, voilà, etc. Mais bon, on va dire qu'à ce niveau-là, le bébé n'a pas été impacté, pas de malformation, les mesures semblaient normales, si ce n'est au niveau du fémur, ils n'arrêtaient pas de mesurer son fémur, parce que comme bébé bougeait aussi beaucoup, ils avaient peur d'avoir mesuré trop bas, et puis la mesure qu'ils avaient ne leur plaisait pas, donc ils ont essayé au moins une trentaine de minutes de chercher, de repositionner, et il y avait aussi une étudiante qui voulait être échographe en école de médecine du coup. Et donc les deux se passaient la machine pour regarder, comparer, etc. Donc je me sentais un petit peu... Là c'était pas aussi plaisant qu'au premier trimestre, c'était pas genre le côté cinéma, là c'était vraiment le côté examen médical. Et puis c'est très stressant quand on voit que quelque chose s'éternise, parce que eux ils sont concentrés dans leur truc, donc ils vont pas forcément nous expliquer pourquoi ils font autant de recherches à ce niveau-là. Et puis leur métier c'est pas non plus de nous rassurer autant que la sage-femme le fait, eux c'est vraiment de regarder à l'intérieur de l'utérus et savoir s'il y a des problèmes, et ensuite de nous faire le compte rendu. Donc c'était... Oula, désolée j'ai tapé dans la caméra. C'était un peu stressant on va dire, mais à la fin donc elle nous a dit que le poids du bébé le poids et la taille du bébé finalement étaient en dessous de la courbe normale, pas de beaucoup mais c'était quand même quelque chose à suivre. Et du coup, elle nous a donné rendez-vous le mois d'après pour contrôler finalement l'évolution, voir si c'était un retard de croissance, rattrapable ou pas rattrapable, ou problématique ou pas problématique, ou témoignant d'une éventuelle souffrance fétale. Mais elle n'était pas inquiète dans le sens où la différence avec la courbe normale n'était que minime. Et moi aussi, je suis pas inquiète du fait que j'ai des personnes qui m'ont parlé sur Instagram qui m'ont dit que pour elle c'était le cas. On leur a dit vous aurez un petit modèle, un tout petit bébé crevette qui pèsera peut-être 2,5 kg, 2,7 kg, 2,8 kg, je ne sais pas. Mais qui ont eu un bébé qui se portait bien, qui parfois était même plus haut dans la courbe. On s'est rendu compte à l'échographie du 3e trimestre que finalement ce sera peut-être
un bébé normal selon la courbe, genre plus de 3 kilos quoi, 3 kg 200. Et sinon j'ai le cas aussi de mon amie qui a eu un enfant qui est né à 2,7 kg et qui évolue totalement bien, donc pas de problème particulier, pas de... Enfin c'était juste que c'était un petit bébé quoi. Donc ça me fait pas si peur que ça, mais c'est quand même quelque chose à évoluer. Mais bon, on a gagné le droit de le revoir dans un mois sur un grand écran, donc on va pas s'en plaindre non plus. Et puis le fait, comme je vous ai dit, que de ce mois-ci, à partir de ce mois-ci, j'ai commencé à plus sentir bébé, que papa aussi a commencé à sentir bébé, c'est rassurant parce que je me dis que dans tous les cas, à l'instar des premiers mois de grossesse, là je peux plus le sentir et donc me fier à mes sensations. C'est-à-dire que si je sais qu'à tel moment il bouge, notamment les moments où je me couche, où je dors, il ne se passe pas un moment où quand je dors je ne le sens pas. Et en ce moment, depuis une semaine, au niveau... Là, je me réveille plutôt vers 5h, 6h parfois pour aller aux toilettes, mais tout simplement parfois parce qu'il bouge beaucoup à ce moment-là. Donc je me suis dit, ouh, ça va être génial les moments nocturnes qu'on passera ensemble, parce que je pense qu'il va bien se réveiller à des moments où moi je serai super fatiguée, mais bon, c'est ça aussi d'être maman. Et donc c'est rassurant de se fier aussi à ce qu'on ressent. Alors qu'avant je pouvais me fier qu'à ce que le gynécologue me disait. J'ai l'impression que la connexion, une fois que bébé bouge vraiment, et qu'on peut se formaliser par rapport aux heures où on sait, ou aux positions où on sait qu'il bouge le plus, c'est plus facile de se rassurer soi-même. Et je sais pas si j'en avais parlé au début, mais moi je pensais quand même commander un Doppler fœtal, et je suis très contente d'avoir résisté à la tentation. Pourquoi? Parce que vraiment c'est magique quand vous vous fiez juste aux sensations de votre corps. Donc moi au début, comme je l'ai dit, au début on se sent pas vraiment bébé, et quand je sentais bébé c'était vraiment très très léger. Il faut savoir que j'ai commencé à sentir des effleuremens à 12 SA. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à les sentir, mais je savais que c'était ça, parce que... Bon, après j'étais aussi obsédée par mon corps, je n'arrêtais pas d'essayer de me dire quand est-ce que je vais le sentir. Donc c'était pas tout le temps régulier, c'est-à-dire que je pouvais sentir un effleurement dans le côté droit, et après une semaine ou 2 semaines après je le sentais plus. Sûrement parce que mon placenta est antérieur, comme je vous avais expliqué. Et après, d'un coup, je sentais un coup. À 15 SA, je crois, ça m'est revenu un coup, mais un vrai coup. Et après, pendant 2-3 jours, plus rien. Enfin, c'était pas régulier. Mais là, maintenant que bébé a pris plus de poids, qui est aux alentours de 500-600 grammes, on sent plus la pesanteur de ses coups. Par rapport à 12 SA, où je pense qu'il n'était même pas à 100 grammes. Donc, effectivement, là, c'est pas du hasard, c'est vraiment que c'est notre bébé. Voilà. Et donc, au cours de ce 5e mois de grossesse également, j'ai terminé ma période d'essai, parce que je vous avais dit que j'avais trouvé un contrat où je devais, malgré moi, cacher ma grossesse, parce que fallait qu'on travaille pendant cette période-là. On avait vraiment des achats, que je travaillais pendant cette période-là, sachant qu'on avait prévu de prendre le plus gros pour bébé, sachant qu'on voulait prendre sa poussette, qu'on allait déménager, qu'on voulait garder un peu d'argent pour lui aussi. Donc il fallait que je trouve un travail pendant au moins d'ailleurs 2 mois. Et c'est ce qui a été fait. Mais donc, ma période d'essai s'est terminée et mon contrat a été interrompu parce que apparemment ils n'étaient pas au courant de ma grossesse. De toute façon je leur avais pas encore parlé, donc c'est pour ça que je ne fais pas une vidéo indépendante, parce que c'est pas très intéressant au niveau de la grossesse. Mais c'était tout simplement parce que ils préféraient m'embaucher en CDD de 6 mois, parce qu'ils disaient que c'était comme ça qu'ils fonctionnaient. Eux ils prenaient une période d'essai de 2 mois et puis ensuite ils basculaient sur un CDD de 6 mois, et si tout se passait bien ils repassaient en CDI. J'ai trouvé que c'était pas du tout une garantie pour moi d'avoir un travail après. Sachant qu'en plus, ce CDD qu'ils m'auraient proposé, j'aurais pu l'occuper pendant 2 mois. Et ensuite, après, j'aurais été en congé maternité pendant tout le reste de la période. Donc je savais que je n'avais pratiquement aucune chance d'être ensuite prise en CDI, parce qu'ils se diront, ah, en plus de ça, elle était enceinte, et au moment où elle a signé de CDD, elle le savait pertinemment, elle aurait pu nous le dire. Enfin voilà, bref, moi la raison pour laquelle j'avais signé un CDD, c'était pour avoir un CDI, c'était pour avoir une garantie après la naissance de bébé. Je voulais avoir une garantie d'avoir un emploi, quelque chose de stable. C'est toujours mieux, même si c'est pas du tout dans ma branche et que ça m'aurait duré peut-être l'histoire de 3-4 mois après avoir eu bébé, et retrouver un emploi qui correspondait plus à ma branche professionnelle. C'était quand même quelque chose de rassurant de se dire qu'on avait au moins une entrée d'argent tous les deux, donc chérie et moi, pour assurer la venue de notre enfant. Mais de toute façon ça s'est terminé, on va dire, d'une bonne manière. Pourquoi? Parce que moi j'avais prévu aller peut-être 3 mois après la naissance
après le congé maternité de déposer ma démission. Mais il faut savoir que quand on dépose sa démission, c'est pas si facile parce qu'on nous aide pas vraiment. Parce que la grossesse ou l'accouchement n'est pas une cause légitime de démission selon Pôle emploi. Donc finalement, il faut avoir un délai de carence de 4 mois avant de toucher des allocations chômage. Sauf que pendant ces 4 mois-là, quand tu es en train de chercher un emploi, c'est pas forcément automatique. Tu vas pas trouver le contrat que tu cherchais impatiemment en 4 mois, donc tu te retrouves sans revenu. Et effectivement, tu es plutôt tenté de ne jamais démissionner finalement et de rester dans ton emploi. Même si c'est pas du tout un emploi qui te correspond. Donc bah finalement, ils m'ont arrangé d'une certaine manière, puisqu'en terminant le contrat, finalement, j'ai pas à me demander comment je ferais lorsque je devrais déposer ma démission pour chercher vraiment un emploi qui correspond à mes études, parce que j'ai pas fait des études pour rien, j'espère. Donc voilà la fin de cette histoire, de cette aventure professionnelle au cours de la grossesse. Donc là, j'entre dans mon 6e mois. Et donc, de 6 mois à 9 mois, je vais me consacrer entièrement à ma grossesse et également à la préparation du concours que je compte obtenir 2 mois après que bébé soit né. Donc ça va être sportif. Mais je sais que je suis très bien entourée et que j'aurai de l'aide de tous mes proches. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce bilan du 5e mois et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!